Bien, bonsoir à tous. Nous voici donc au 7e rendez-vous autour du thème « L'éducation passerelle vers le futur ». Nous avons particulièrement insisté ces 4 derniers mois sur le développement des 5 sens. Et vous avez pu constater que si on travaille vraiment ces 5 sens sur les plans, tous les plans, non seulement physique comme on le fait d'habitude, mais sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur les plans de l'âme, sur les plans supérieurs, puis on s'aperçoit que c'est une foule d'informations, c'est une foule d'ouvertures de conscience qui nous sont offertes par le développement des 5 sens. C'est pratiquement un enseignement à soi tout seul. On préfère un enseignement rien que par le travail, le développement des 5 sens. Et nous avons fini par le sens de la vue, avec son point de vue synthétique, et le rapport avec le monde de la compréhension et le monde donc du mental. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à développer le 6e sens, le sens mental. Alors le mental, le 6e sens, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas du tout quelque chose d'accepté par tout le monde. Il y a beaucoup de personnes dans notre système occidental pour lesquelles le mental n'est absolument pas un sens. Le mental, ce sont des opérations que l'on doit purement à notre cerveau pour beaucoup de personnes. Donc il existe un cerveau et le cerveau produit des idées ou produit des pensées comme on le veut, mais finalement le plan mental en tant que tel n'existe pas. Alors dire que le mental est un sens, ça paraît un petit peu bizarre. Pourtant dans la philosophie orientale, c'est quelque chose de très important et comme vous allez le voir, c'est une clé tout à fait fondamentale par rapport à l'éducation. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un sens? Tout simplement parce que le mental, il va répondre exactement à la même définition que nous avons utilisée pour les autres sens. On a vu qu'un sens, c'était une fonction qui recevait, captait des vibrations et qui les transformait en informations. C'est exactement ce que va faire le mental. Il va capter aussi les vibrations et ces vibrations, il va les transformer dans ce qu'on appelle des idées, des pensées. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Et donc on l'appelle même le sens commun. Le bon sens, le sens commun tout simplement parce que c'est lui qui va rassembler tout. Il va rassembler tout ce qui vient des 5 sens, tout ce qui vient de notre émotionnel, tout l'environnement dans lequel nous sommes. Le mental reçoit tous ces impacts, il les synthétise, il les ordonnance, il les traduit. Et finalement, il va être le grand intermédiaire, le grand médiateur, comme l'a dit le titre de ce soir, le grand médiateur entre tous les humains, naturellement, les humains et les autres règnes, et puis entre le monde spirituel et le monde matériel. Je parle des cerveaux parce que on a bien vu que pour chaque sens, il y avait toujours une contrepartie physique. Par exemple, la contrepartie des yeux, l'organe d'action, comme on l'appelle, ce sont les jambes. En ce qui concerne le toucher, c'était les mains. En ce qui concernait l'ouïe, c'était la voix. En ce qui concernait le goût, c'était l'anus. Et ce qui concernait l'odorat, c'était les organes sexuels. Il y a toujours donc un organe de sensibilité et un organe d'action. L'organe d'action du mental, c'est le cerveau. J'inverse complètement le processus. Ça veut dire que le cerveau existe uniquement parce que le mental existe et qu'il a besoin de quelque chose de concret pour s'organiser sur le plan physique. Alors que habituellement, le consensus un petit peu général au niveau de l'Occident, c'est de dire un mental peut exister parce que le cerveau existe. Pas du tout. On a l'habitude justement dans le monde de l'ésotérisme de remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire le monde de l'abstrait qui génère le monde du concret et jamais, jamais, jamais l'inverse. Ce n'est jamais le concret qui génère l'abstrait. Ça, c'est une loi tout à fait fondamentale. Donc, c'est parce que le mental existe que le cerveau va exister et qui va le traduire sur le plan physique. Quand on parle du mental, on peut vraiment dire qu'on entend tout et son contraire. Parce que vous avez des gens qui disent « Oh là là, mon problème, moi, on me le dit souvent, c'est que je suis trop mental. Je suis beaucoup trop mental, ça m'obsède complètement, puis j'arrive pas à arrêter ça. » Ce qui va pas faire rire une autre personne qui dit « Non, il n'y a pas de risque que tu sois trop mental. » Le problème de l'humanité, c'est qu'elle n'est pas mentale. Pas encore, pas assez mental. Seuls quelques êtres se font vraiment mentaux. Et en tout cas, trop mental, tu risques rien. Ça ne peut pas exister. Tu ne peux pas être trop mental. Très mental, oui, mais trop, non, ça ne peut pas marcher. Donc visiblement, on n'est pas du tout d'accord. D'autres vont dire, mais moi, dans la méditation, on m'a enseigné qu'il fallait surtout écarter le mental. Si on commence à penser dans la méditation, c'est un empêcheur de percevoir des choses, de sentir, de développer une sensibilité, de s'ouvrir à l'autre monde. Et un autre qui va dire, bah, moi je suis regretté de dire que je ne conçois pas la méditation sans le mental. Et que je dirais même que le but de la méditation, c'est de fonctionner avec le mental. Qui a raison, qui a tort, vous voyez, on entend tout et l'inverse. Et on pourrait continuer un peu les exemples, parce que à propos du mental, c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas du tout l'unanimité. Je voudrais vous raconter une histoire pour illustrer un petit peu ce propos. Dans un village en Asie, il y a un jour une caravane qui passe, et tout le monde est en ébullition, parce que c'est intéressant. Dans cette caravane, il y a un éléphant. Et là, c'est exceptionnel, il y a un éléphant dans la caravane. Et dans ce village, il y a 6 aveugles et qui n'ont jamais vu, pour cause d'éléphants, mais qui n'ont même pas approché d'éléphants. Alors, il y a un de leurs potes qui est parfaitement voyant et qui leur dit, bah, écoutez, si jamais il s'arrête, un moment, bah, je vous conduis auprès de l'éléphant, puis comme ça, vous pourrez tâter, vous pourrez vous faire une idée. Et
chance, à un moment donné, la caravane s'arrête, et donc le voyant, il amène ses 6 potes aveugles autour de l'éléphant, puis il dit, allez-y, profitez-en pendant qu'il est à l'arrêt. Et chacun fait son expérience. Mais pas très très longtemps, parce que la caravane repart, l'éléphant va se remettre en route. Donc voilà, donc on rassemble les non-voyants, puis on les met à l'abri. Et pendant qu'ils rentrent, celui qui les a amenés là, leur dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience de l'éléphant? Celui qui a touché la trompe dit, c'est un gros serpent, puis très très fort, très costaud. Mais il n'a pas l'air méchant, de mordre, etc. C'est tout doux, ça pince un peu, mais c'est un gros serpent. Celui qui était à la queue dit, non, un petit serpent. Moi-même, je l'ai touché, c'est quelque chose, c'est plutôt de l'ordre de la ficelle, de la petite corde, un petit machin, ding, ding, ding. Je vois pas du tout la grande force que tu dis, tu exagères un peu. Celui qui était du côté du ventre dit, moi j'ai senti comme une muraille, quelque chose de très rugueux, mais de très solide. On sentait qu'on ne pouvait pas enfoncer, on ne pouvait pas bouger, une espèce de muraille comme ça, absolument extraordinaire. Et celui qui était du côté de l'oreille dit, muraille, tu rigoles. C'est un truc très très souple, un truc tout à fait... Moi j'ai senti comme un éventail, quelque chose qui faisait du vent et qui était d'une souplesse et d'une finesse assez extraordinaire. Ça n'a rien à voir d'une muraille telle que tu le décris. Alors celui qui était du côté de la défense dit, je m'excuse, mais alors là je ne comprends rien à ce que vous dites. Moi c'était vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, que c'était pas rugueux, c'était pas une muraille, c'était quelque chose de très fort, de très dense, quelque chose de pointu et d'extraordinairement lisse en même temps. Un peu comme une branche d'arbre, mais lisse. Et celui qui était à la patte arrière dit, branche d'arbre, ah non, moi j'ai eu l'arbre. Moi j'ai eu l'arbre. J'ai eu vraiment l'arbre lui-même. Donc vraiment, j'ai senti comme un arbre solide, assez un tronc comme ça, et vraiment ça ne bougeait pas, et c'est impressionnant. Et naturellement, ils commencent à se disputer. Qui a raison, qui a tort? Naturellement, tu n'as rien compris, mais tu n'as rien senti, mais voilà, c'est pas possible. Tu as exagéré, mais non, c'est toi qui as minoré, etc. Bon, bref. Celui qui est voyant regarde ça avec un sourire, et puis il leur dit à la fin, bon, allez, on arrête de se disputer, vous avez tous raison. Seulement, ce serait intéressant que simplement vous vous écoutiez les uns les autres. Vous avez chacun simplement une petite partie de l'éléphant. Et donc, dans votre partie, vous avez raison. Mais si vous n'écoutez pas les autres, vous ne comprendrez rien. Par contre, si vous vous dites que chacun a raison et que vous faites la synthèse de tout ce que vous avez trouvé tous ensemble, il est certain que vous allez arriver à une bonne conclusion de ce que peut être un éléphant, tout ceci étant rassemblé et remis à sa place. Voilà mon histoire d'éléphant. On va y revenir. Déjà 2 leçons par rapport à ça. Le mental, eh bien, il est victime du coup de l'éléphant. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a une certaine tendance à toucher le mental dans une petite partie. Pas dans son entier. C'est justement le défi de l'humanité actuelle, c'est que d'arriver à développer le mental. Nous ne savons pas encore développer le mental dans son entièreté. Et donc chacun d'entre nous, on touche un petit bout du mental, on expérimente un petit bout du mental, exactement comme de l'éléphant. Et du coup, on conclut très rapidement, pour moi, le mental, c'est ça, c'est bien, c'est intéressant, non, c'est nul, non, ça m'obsède, non, je suis trop mental, non, pas, etc. Bref, chacun y va de son petit bout du mental parce que personne ne connaît véritablement l'entièreté du mental. Et ce que je vous décris là par rapport au mental, c'est très intéressant parce que ça décrit en même temps le fonctionnement lui-même, le fonctionnement du mental, au cours duquel on a une certaine tendance à faire ça un petit peu pour tous les sujets. En effet, le 6e sens, ce sens commun, il rassemble particulièrement tout ce qui est capté, comme je vous le disais, au niveau des 5 autres sens. Et par conséquent, à travers toute cette richesse d'informations, il va conclure. Seulement, notre richesse d'informations, comme nous l'avons vu au niveau des 5 sens, elle est souvent extraordinairement limitée. On n'a souvent pas forcément de clairaudience ou de clairvoyance, on n'a pas de psychométrie, on s'arrête souvent aux sens tels qu'ils sont au niveau physique. Et donc forcément on conclut souvent un petit peu rapidement. Ah j'ai vu, oui j'ai compris, oui j'ai entendu, donc forcément c'est ça. Et je conclus mentalement en disant que voilà, la vérité c'est ça. Et c'est naturellement celui qui ne dit pas la même chose que moi, forcément il a tort. Ou les autres disent n'importe quoi. Et donc vraiment c'est incroyable de voir comment dans le monde les gens disent n'importe quoi, alors que c'est évident que moi j'ai vu ça, j'ai compris ça, j'ai perçu ça, donc ça fonctionne comme ça. Ça met en évidence une des tendances de notre mental à conclure et à affirmer d'une manière un peu péremptoire quelquefois que c'est comme ça. Parce qu'on l'a vu comme ça. Et que celui qui ne voit pas ça comme ça, franchement, il est aveugle. Voilà ce qu'on pourrait dire à propos de ce mental tel que nous, on a l'habitude de le pratiquer. Et ça nous montre combien on a une certaine tendance justement à aller un petit peu vite en besogne. Et pourtant, ça va avoir une importance considérable par rapport à l'éducation qui est notre sujet. Et le mental, je vous en ai parlé très très souvent, il ne se passe pas une seule année où on parle du mental parce que c'est vraiment ce que l'humanité doit développer maintenant. C'est vraiment notre urgence. Nous avons à vraiment mettre l'accent complètement là-dessus. Donc c'est un sujet majeur. Mais là, je voudrais le traiter d'une manière un petit peu différente en rapport avec l'éducation
l'éducation, puisque c'est notre thème de l'année. Donc je vais chercher à être pratique pour essayer de vous montrer comment ça marche et comment est-ce qu'on peut développer, dans le sens de l'éducation, comment on peut développer le mental, et on en a tous besoin. Parce que va se poser la grande question, oui ou non, est-ce que le mental est un sens? S'il est un sens, il va falloir l'éduquer à recevoir des idées. Si ce n'est pas un sens, il sert qu'à produire des idées. Donc est-ce que le mental, il produit des idées ou est-ce qu'il les reçoit? C'est la grande question qu'il va falloir traiter et qui va avoir un impact éléphantesque sur l'éducation. Alors entrons un petit peu plus maintenant dans ce que c'est que, du moins dans ce que nous appelons, nous, le domaine de la pensée. Qu'est-ce qu'on appelle pensée, qu'est-ce qu'on appelle idée? Au fur et à mesure, on va revoir un peu ces définitions, mais voyons un petit peu ce que ça donne au départ. Au départ, il faut déjà imaginer que la matière mentale, c'est quelque chose qui existe. Il existe une matière mentale, comme il existe une matière physique, une matière éthérique, une matière sensible, émotionnelle. Il existe une matière mentale, même au sein de notre aura et même partout autour de nous. Cette matière mentale, elle a deux qualités. La première, c'est qu'elle est étonnamment réceptive à toute information qui peut lui arriver, tout impact qu'elle peut recevoir. Et deuxièmement, dès qu'elle reçoit cet impact, elle a la capacité immédiatement de se mettre en forme, de se précipiter, comme on dit en chimie, de faire une forme en réponse à cet impact. On pourrait comparer ça, si vous voulez, à de l'eau. Vous imaginez un lac très calme. Si vous balancez une grosse pierre, une moyenne pierre, des petites pierres ou une pluie de petites pierres, vous obtenez à chaque fois des vaguelettes complètement différentes dans le lac. Il est en mouvement, mais ça dépend complètement de ce que vous y balancez, avec quelle force et de quel diamètre se retrouve ce que vous y jetez. Mais à chaque fois, c'est vrai que ça le met en mouvement. Notre mental, c'est exactement ce qui se fait. Or, notre mental, dans un premier temps, il va recevoir en permanence, même quand on dort, il va recevoir en permanence toutes les informations par les 5 sens. Et ces informations, c'est comme une pluie de petits cailloux qui en permanence met en mouvement la matière mentale. Et cette matière mentale, eh bien, automatiquement, elle va provoquer, nous, ce qu'on appelle quelquefois des idées ou ce qu'on appelle quelquefois des pensées. Non, ce ne sont ni des idées, ni des pensées. Il serait plus sage d'appeler ça une sécrétion mentale. Ça pense. Ça pense en dehors de nous, hein, ça marche tout seul. On ne peut pas s'empêcher, c'est une série de commentaires. Donc on marche dans la rue, on entend des choses, etc. On note, nos 5 sens sont en éveil. On ne se rend même pas compte tellement c'est des petits commentaires perpétuels. Ce n'est pas vraiment de la pensée, c'est juste une sécrétion mentale. Alors c'est certain que cette sécrétion mentale, elle peut être gênante. C'est vrai que par rapport à la méditation, on peut dire, non mais attends, tu es quand même d'accord qu'il faut arrêter le mental. Non, je ne suis pas d'accord de dire qu'il faut arrêter le mental, parce que c'est un terme trop générique, mais arrêter cette petite partie de l'éléphant mental, oui. Arrêter justement de porter attention à cette sécrétion mentale, c'est certain, sinon tu ne peux pas méditer. L'ennui, c'est que tu ne peux pas l'arrêter. Et souvent on dit, mais comment arrêter le mental? C'est comme si on disait, mais comment arrêter toutes ces ondes dans l'eau? Moi, j'aimerais retrouver le lac tout lisse. Ah bah c'est simple, c'est pas là qu'il faut arrêter, c'est de rejeter des cailloux. Donc ce qu'il faut arrêter quelque chose, c'est l'intérêt qu'on met à nos perceptions sensibles. C'est nos perceptions sensibles qui font ça. C'est pour ça qu'en méditation, on cherche généralement à calmer les perceptions sensibles. On ferme les yeux, on essaie de se désintéresser de ce qui se passe au niveau de l'ouïe, au niveau du toucher, etc. Bref, on essaye de se remettre à l'intérieur de manière à ce que toute cette perception sensible soit de moindre importance. Mais vous ne pouvez pas les arrêter. Donc la sécrétion mentale, elle sera toujours là. Donc ce qu'on apprend en méditation, c'est simplement à la laisser de côté. Un peu comme un poste de radio, oui, qui fonctionnerait, mais un peu dans le lointain, comme quelque chose, une sorte de bruit de fond auquel on ne prête plus du tout aucune attention. C'est certain que si j'y prête attention, je ne peux pas effectivement méditer. Mais ce n'est pas ce qu'on va appeler, vous voyez, arrêter le mental. C'est arrêter simplement cette petite partie qu'on va appeler la sécrétion mentale. On va dire, bon, il n'y a pas que ça comme pensée. Non, il n'y a pas que ça comme pensée. Ah, on peut avoir une pensée un peu plus sophistiquée. Allez. Avez-vous remarqué combien, dans notre monde, et c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire de l'humanité, nous sommes absolument gavés d'informations. Tout ce qui vient comme information à partir, par exemple, du sens de la vue ou du sens de l'ouïe. Si vous ouvrez les journaux, vous ouvrez la télévision, vous ouvrez la radio, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous ouvrez Internet, bref, on a à notre disposition absolument toutes les informations en continu, en live, de ce qui concerne le monde entier, et tous les commentaires qu'il peut y avoir là-dessus. Si vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, ben voilà, vous ouvrez une chaîne de télé, vous ouvrez une chaîne info, et puis même tous les soirs, vous avez même des gens qui sont rassemblés, des journalistes, etc., qui vous disent, alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut penser de telle situation, de telles élections, de tels personnages politiques? Et en continu, sur toutes les chaînes info, vous avez comme ça des commentaires de spécialistes ou de journalistes. Et on est gavé de ça. À tel point qu'on ne s'en rend même pas compte. On n'a aucun effort à faire pour penser. Quand on se demande, tiens, mais quoi penser de telle chose? Bah, voilà, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous ouvrez simplement Internet, vous ouvrez les journaux, enfin, puis vous écoutez. Et puis vous faites votre marché.
vous faites votre marché d'opinion. Vous dites, ah, ce que dit monsieur, là, c'est intéressant, là. Non, celui ce qu'il dit, non, moins. Ah, mais ce que dit la dame, là, c'est pas passionnant. Ah, par contre, là, ça, non, celui qui dit, lui, j'aime pas du tout. Bref, vous réagissez en j'aime, j'aime pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Vous n'avez absolument pas à déclencher quoi que ce soit en termes de recherche mentale. Vous avez juste à faire votre marché. Et le marché, il est très riche parce qu'on est absolument gavé d'informations partout. On pourrait même dire que pour réussir à résister à ça, il faut vraiment vivre dans un désert ou ne pas ouvrir quoi que ce soit de cet ordre-là. Sinon, forcément, ça s'impose à nous. Une espèce de matraquage de ce qu'il faut penser. Et est-ce que c'est de la pensée? Non, c'est pas encore franchement de la pensée. C'est simplement ce qu'on appelle des opinions. On a des opinions et c'est complètement piloté par le corps émotionnel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit quelquefois quand vous avez une émission qui est comme ça? Eh bien, si vous avez quelque chose à dire, réagissez. Réagissez, voilà, hashtag, machin, truc muche, réagissez. La réaction, c'est tout sauf de la pensée. C'est complètement une réaction émotionnelle dans le j'aime, j'aime pas. Donc voilà, ça c'est notre deuxième système de pensée qui remplit complètement nos vies, qui remplit complètement notre quotidien et qui n'est toujours pas véritablement un effort de pensée. Alors on peut aller plus loin. Et là, on va faire intervenir l'intelligence. Ah, l'intelligence, c'est important de voir que ce n'est pas du tout quelque chose qui est inhérent au mental, contrairement à ce qu'on croit quelquefois. L'intelligence, c'est vraiment quelque chose qui va toucher absolument tous les règnes de la nature et tous les plans en ce qui concerne l'humain. On va la retrouver partout. On pourrait définir l'intelligence comme la capacité de créer des rapports. C'est la capacité d'établir des relations entre différents éléments. Mais ça existe partout. C'est vrai que quand on a commencé à parler d'intelligence, on l'a dite spécialement pour l'humain, et puis on s'est aperçu quand même que certains animaux avaient une intelligence pour construire un nid, une toile d'araignée, un chien, un chat, etc. Donc on a attribué quand même une intelligence aux animaux. Ça n'est que très récent, depuis certaines études, que certains scientifiques se passionnent maintenant de plus en plus pour les végétaux, qu'on découvre l'extraordinaire intelligence du règne végétal et qu'on parle d'intelligence du règne végétal. On n'en parle pas encore pour le règne minéral, parce qu'on ne s'y est pas encore profondément intéressé. Mais ça va venir. On trouvera aussi une intelligence du règne minéral. Il y a même certains physiciens qui ont trouvé une intelligence de la particule, une certaine intelligence de la particule fondamentale capable de suivre justement certaines lois. Donc l'intelligence, c'est tout ce qui crée des rapports. Ça peut être des rapports très simples, ça peut être des rapports complexes, sur quelque plan que ce soit. Donc on les trouve à tous les niveaux, dans tous les règnes. Et on pourrait dire qu'effectivement, au niveau du règne humain, ben oui, il y a une certaine forme d'intelligence sur le plan mental, et c'est là où justement on arrive à aller un petit peu plus loin même que les animaux. C'est-à-dire qu'on va être capable, quand on a fait notre marché d'idées, quand on entend tout ce qu'il y a, quand on a appris, quand on a une énorme quantité de vues, de su, de connus, on va être capable de faire marquer notre intelligence pour dire, alors, quels sont les rapports que je fais entre ces idées ? Quel rapport j'ai réussi à faire entre ce que dit un tel et ce que dit un tel? Qu'est-ce que je fais comme rapport entre ce que j'ai appris puis ce qui se passe comme fait? Entre ce que je vois, entre ce que je sens, entre ce que... Bref, tout ce qui est à notre disposition, on va faire marcher notre intelligence pour essayer de créer des rapports et créer à partir de là une pensée qui se voudrait un peu originale, la mienne, parce que ce que je fais comme rapport avec les éléments que j'ai à ma disposition, c'est moi qui le fais, c'est pas forcément le voisin. Mais il faut se rendre compte que cette forme d'intelligence, c'est très intéressant. C'est vrai que ça amène certaines pensées, mais ça ne sort pas de ce qu'on appelle le mental concret. C'est-à-dire que ça ne fait que des intelligences en rapport avec ce qui est connu, avec ce qui est su, avec ce qui est lu, avec ce qui est dit. Il n'y a rien d'innovant. Et même la synthèse que je peux en faire, qui pourrait paraître peut-être un peu innovante, oui, peut-être qu'elle est un peu innovante, mais elle n'en demeure pas totalement, pour moi, totalement concrète. On pourrait donc faire une espèce de ligne comme ça en se disant que nous, ce que nous vivons, c'est essentiellement une intelligence comme ça sur le plan horizontal. Et tout ce qui se passe comme ça autour de nous, tout ce qu'on peut capter, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut savoir, on peut faire toutes sortes de rapports avec ça, on peut créer une forme de pensée, mais c'est vrai que ça reste sur ce plan horizontal. Vous avez là, dans les trois éléments que je viens de vous dire, la sécrétion mentale, faire son marché, et puis être en intelligence et créer quelque chose de nouveau, vous avez là quasiment 99% de la pensée mondiale actuelle. Pratiquement, ça nous suffit au quotidien et en général, il n'y a pas mieux. Ça nous suffit. Pour notre quotidien, pour notre boulot, pour notre profession, ça nous suffit largement. On ne nous demande jamais plus. Ça s'arrête là. Ça, c'est ce qu'on appelle le mental concret. C'est une partie du mental, il n'est pas dans son entier, c'est une petite partie du mental. Naturellement, si on dit le mental, c'est pas tout à fait passionnant, c'est sûr que si on s'arrête à cette partie-là de l'éléphant, on pourrait dire que c'est peut-être pas tout à fait passionnant. Heureusement, il va falloir un petit peu aller au-delà. Aller au-delà, c'est développer une intelligence verticale. Une intelligence verticale, c'est encore une façon de faire des rapports
Mais cette fois-ci, on va cesser de faire des rapports au niveau horizontal. On va faire des rapports entre ce qu'on va estimer être des effets et des causes. Entre une pensée et des idées. Entre ce que je vois qui s'affiche sur le terrain et l'interrogation sur d'où ça vient. Entre le monde du particulier et le monde du global. Entre tous ces éléments-là, et donc en particulier très fortement entre le monde des effets et le monde des causes, il va falloir développer cette intelligence verticale pour remonter en faisant des rapports, dire d'où ça vient. Ce que nous ne faisons pas toujours au quotidien tant qu'on n'a pas développé le mental. Et là on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui a poussé l'être humain à cette intelligence verticale? La douleur. Ça peut paraître surprenant, mais c'est la douleur qui, dans l'histoire de l'humain, l'a poussé à rechercher le monde des causes, à remonter, à se demander pourquoi ça? Pourquoi j'ai du mal? Pourquoi je souffre? Alors, ne nous arrêtons pas à la douleur physique, hein, c'est un aspect, pourquoi je souffre, pourquoi j'ai cette maladie, etc. Mais c'est la douleur psychologique, c'est la souffrance psychologique, c'est simplement le mal-être, c'est simplement l'indisposition, c'est le fait de ne pas être satisfait de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Ça peut même être une certaine forme de douleur au niveau mental. Quel est le sens de la vie? Ça ne me satisfait pas, j'ai un manque de réponse par rapport à ça. Et donc chaque fois qu'on a un petit peu cette souffrance intérieure, oui, voyez-le avec des guillemets, parce que c'est pas forcément quelque chose au sens habituel de grande souffrance, mais chaque fois qu'on est dans ce mal-être, eh bien, c'est ça qui nous prédispose progressivement à aller chercher la cause. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? En se disant que peut-être si je comprends la cause, je pourrais ne pas y revenir. Si je comprends la cause, je vais certainement pouvoir empêcher que finalement la douleur se répète et puis peut-être continue. Et c'est facile à voir combien c'est exact. Regardez comme quand on est bien, quand tout va bien dans notre vie, quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, etc., jamais on se demande mais pourquoi? Mais quelle est la cause? Quelle est la cause fondamentale de mon bonheur? Jamais. Alors, quand on est devenu mental, oui. Là, quand on est devenu mental, on le fait systématiquement pour tout. C'est devenu une espèce de seconde nature. Mais au début, quand on n'est pas suffisamment mental, ben on ne le fait pas. On va commencer à se poser la question quand justement cet état de bonheur semble s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'aimerais bien comprendre là, mais pourquoi ça s'arrête? Mais pourquoi d'un seul coup bon, bah, heureusement, le bonheur ne dure pas. Donc, non, je vous voyais inquiet en disant mais alors on ne va pas évoluer. Non, vous n'avez pas peur. On a toujours quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on est dérangé, donc tout va bien. Vous avez là l'origine d'une expression qu'on entend souvent. Ah ben j'ai compris ma douleur. Ou bien ah ben tu vas comprendre ta douleur toi. Ben oui, comprendre sa douleur. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc vous voyez, ça paraît bizarre, mais le rôle fondamental justement de ce mal-être, de cette douleur, pour arriver à développer cette intelligence, donc à chercher le monde des causes. Sinon, on ne recherche pas le monde des causes. Ça ne nous intéresse pas suffisamment. Donc ça, c'est vraiment une clé tout à fait intéressante de voir que ça se développe donc de cette manière-là, cette intelligence. Naturellement, ça pose une question fondamentale, parce que là, on a vraiment tout le processus, si vous voulez, du chercheur, mais ça va arriver à une question fondamentale que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Y a-t-il une cause? Y a-t-il une cause abstraite? Faut voir. Et là, on tombe sur le principal problème philosophique, enfin un des principaux problèmes philosophiques, et on trouve toujours une grande bagarre entre les deux formes de philosophie. Il y en a pour lesquelles, non, il n'y a pas forcément de cause abstraite. Le monde des idées n'est pas forcément quelque chose qui vient comme ça de l'extérieur. Le monde des idées existe-t-il? Pour certains, oui, il existe, mais il est entièrement produit par le mental humain. Ce sont nous, les humains, par le frottement de notre mental, parce qu'on n'arrête pas de penser, parce qu'on n'arrête pas de discuter, on n'arrête pas d'échanger ensemble. C'est ça qui fait surgir le monde des idées. Pour Mao Tse-tung, le mental, c'était vraiment le produit de la société. On voit bien comment, vous voyez, à force d'échange, à force d'intelligence, de rapports, etc., les idées finissent par surgir. Et donc, aucune autre idée ne surgit du mental humain que celles qui sont dues à cette intelligence humaine. Donc, ça ne marche pas. Pourtant, c'est très surprenant quand on y étudie du point de vue scientifique, parce que là, mais non, il y en a qui continuent de dire, même du point de vue scientifique, c'est parce que les scientifiques, ils échangent, ils n'arrêtent pas finalement d'échanger, et que c'est à partir de là que peut-être ils font émerger certaines idées. Bon, pourquoi pas. Mais nous allons défendre complètement un autre point de vue. Tout ceci dit, ça dépend aussi, qu'est-ce qu'on appelle idée? Parce que là encore, les mots peuvent tromper. Une idée, ça peut être effectivement quelque chose produit complètement par le mental humain. Et d'une certaine manière, ces philosophes ont tout à fait raison. Par exemple, si j'ai des idées d'ameublement pour mon appartement,
Si j'ai des idées pour changer de boulot, si j'ai des idées pour mes vacances, si j'ai des idées pour améliorer mon travail, si j'ai des idées de formation, tout ça, effectivement, ça ne me vient pas de l'extérieur. Tout ça, ça me vient régulièrement de mon propre mental. C'est moi, c'est ma propre production. Ça vient d'une des trois phases, ça peut être une sécrétion mentale, mais non, ça peut être parce que suite à mon marché ou simplement parce que j'ai fait des rapports intelligents et que finalement je dis, voilà, ça serait peut-être bien d'évoluer dans ce sens, ça serait peut-être bien de faire ça, j'ai une idée. Là, on peut dire, oui, j'ai une idée, elle est produite par mon mental. Donc, c'est pas entièrement faux. On pourrait effectivement dire que d'une certaine manière, certaines idées concrètes sont véritablement issues du mental humain. C'est lui qui les produit. Et c'est le maximum, comme je disais tout à l'heure, 99% de la pensée est produite de cette manière-là. Bon, c'est très bien, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de solutions concrètes, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça, de cette manière-là. Mais c'est vrai que si on veut chercher à éduquer à un nouveau monde, ça va peut-être pas être suffisant, parce que finalement, on ne fait que du recyclage de pensées déjà trouvées, puisque c'est par le frottement de ce qui est déjà connu qu'on fait émerger quelque chose d'autre. Donc c'est juste du recyclage. Donc il n'y a rien de neuf là-dedans. Par contre, il va être vraiment intéressant, comme le disait déjà Platon, c'est vous dire que ce n'est pas une idée nouvelle, que non, les idées ne nous appartiennent pas. Les idées viennent de l'extérieur de nous. Les idées, elles sont inhérentes au système solaire, ou elles sont inhérentes à la planète Terre, ou elles sont inhérentes au monde de l'âme, peu importe comment chacun veut les voir. Mais c'est quelque chose qui existe en soi et qui n'a aucun rapport avec la production telle que nous le mental. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, si les idées véritablement nous viennent, ça va changer beaucoup de choses, parce qu'il va falloir apprendre à les capter, ces idées. Mais ces idées, si elles viennent de l'extérieur, d'où viennent-elles? Eh bien, elles viennent des lois. D'accord. Et les lois, d'où viennent-elles? C'est là où on touche quelque chose d'aussi un peu ésotérique. Toute loi est le système de vie-conscience d'une gigantesque entité. Par exemple, la planète Terre est une entité vivante et consciente qui, par sa propre vie, impose à tout ce qui vit sur elle un ensemble de fonctionnements qui sont des lois. Les lois de la nature ne sont rien d'autre que finalement l'ensemble des lois qu'impose la planète Terre à tout ce qui vit sur elle. Mais naturellement, la planète Terre est complètement sujette, elle aussi, à l'ensemble des lois du système solaire dans lequel elle vit. Lequel système solaire lui-même est sujet à un ensemble de lois par rapport à la constellation dans laquelle il a sa vie, etc., en fractal. Et naturellement, dans l'an plus petit, nous-mêmes, nous imposons nos propres lois à nos organes qui sont finalement à l'intérieur de notre système de vie-conscience. Donc on pourrait dire que toute loi fondamentale pourrait se définir comme étant le fonctionnement d'un organisme vie-conscience, quelle que soit sa taille. Donc les lois auxquelles nous faisons référence, elles sont certainement déjà en rapport avec la planète Terre ou avec le système solaire. Ce sont des lois tout à fait gigantesques. Et c'est ces lois que les scientifiques vont chercher. Et ça n'est pas de leur cerveau, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et quand ils découvrent comment fonctionnent les systèmes solaires, comment fonctionne l'univers, ils vont véritablement chercher à l'origine ces lois-là. Ils ont un mental, eux, capable véritablement de capter ces lois. C'est eux qui sont généralement vraiment les gens véritablement mentaux, parce qu'ils ont mis en place ce processus. Et ces lois, elles viennent de là. Oui, mais alors, les idées, parce que nous, on n'est peut-être pas scientifiques, les idées auxquelles nous, on a affaire, les idées que nous, on doit chercher par notre mental, on pourrait définir tout simplement qu'une idée, et vous voyez, je ne parle pas là d'une idée d'ameublement, une idée, c'est le fragment intelligible d'une loi. C'est le fragment intelligible d'une loi fondamentale. Qu'à un moment donné, parce qu'on cherche dans ce sens, parce qu'on est intéressé par cela, parce que peut-être parce que c'est une forme de douleur ou de souffrance ou de mal-être, on va chercher dans telle ou telle direction, peut-être qu'on va chercher pendant des années, et qu'à un moment donné, on va trouver certaines idées. Et ces idées, au moment où elles vont être très claires, elles vont être comme des petites lois, parce qu'on pourrait très bien dire que ce sont des petites lois. On pourrait imaginer là aussi en fractal qu'une grande loi donne naissance à des moyennes lois, puis à des petites lois, etc., puis à des idées. Et qu'une idée fondamentale, une idée qui fait vraiment force de loi, une idée qui pourrait paraître vraiment globale, c'est une idée qui est un fragment intelligible d'une loi. Et c'est ça qu'on va chercher. Et finalement, on peut voir qu'il y a deux mondes au cours de cela. Il y a le monde du mental concret que je dessine ici avec un cercle, en bas, sous ma ligne horizontale. Et puis au-dessus de la ligne horizontale, il y a le monde du mental abstrait, le monde des lois abstraites, le monde des idées abstraites. Tout ce qui existe, systématiquement, même la création elle-même de la planète Terre ou du système solaire, tout vient d'une impulsion du monde abstrait. Tout ce qui existe vient d'une idée abstraite, d'une loi abstraite. Et c'est en descendant et en se concrétisant progressivement que ça donne tous les plans mentaux, le plan émotionnel, le plan éthérique, jusqu'au plan physique dense et toute la matière. Donc, mais tout vient systématiquement de l'abstrait. Notre bonheur comme notre malheur. Y aurait-il une idée abstraite qui provoquerait le malheur? Évidemment non.
D'où viennent nos difficultés? Tout simplement parce qu'on passe notre temps à être hors la loi. On est complètement hors la loi. Il faut bien se rendre compte que les lois de l'univers, pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent si bien? Pourquoi est-ce que les scientifiques trouvent que vraiment c'est fabuleux cet univers? Et que, comme disait Einstein, le plus grand mystère, la chose la plus incompréhensible de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Et qu'un truc aussi gigantesque comme ça, on arrive à le comprendre. Et oui, parce qu'il y a des lois tout à fait fondamentales. Et que ces lois, on pourrait croire, et on a cru au début en termes de science, qu'on allait très vite rentrer dedans, et qu'on allait très vite comprendre les lois de l'univers. On est en train de déchanter, et même toutes les lois qu'on connaît actuellement, pensait qu'on était à deux doigts de tout expliquer, puis on se rend compte que ben non, c'est pas ça, qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Ce qu'on connaît, c'est pas forcément faux, mais c'est simplement des petites lois, qui sont simplement des aspects de l'éléphant, par rapport à une loi plus grande, qui sera à son tour un aspect d'une loi plus grande, etc., etc., et que la recherche est certainement infinie, et qu'on n'a pas fini de chercher dans tous les domaines. Ce qui est intéressant, oui, dans ces lois, c'est de considérer qu'elles ont toujours deux aspects. On a souvent considéré que ces lois ou ces idées, elles étaient essentiellement scientifiques et qu'elles concernaient la physique. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont véritablement les physiciens, ce sont les scientifiques qui ont le plus développé le mental abstrait et qui sont allés chercher le monde des causes. Et qui ont dit, voilà, si l'univers fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a telle loi, c'est parce qu'au départ, il y a eu ceci, c'est parce que telle loi s'est mise en œuvre. Et que finalement, si on déploie, ben, ça donne le monde dans lequel on est. Eux, ils ont très très bien développé ça, et donc on a pensé que toutes les lois étaient purement scientifiques et elles n'avaient trait qu'à la physique. Or, ce qu'amène justement l'ésotérisme, c'est de dire, eh ben non, ces lois elles peuvent aussi se lire de l'autre manière, c'est-à-dire sur leur versant conscience. Ça veut dire que du point de vue de la conscience, tout est loi également. Alors nous, on n'est pas habitués à ça parce que justement, on était tellement mystique pendant des millénaires, on ne pouvait pas faire autrement, hein. On était mystique, donc nous, on nous demandait simplement de croire, pas de comprendre des lois. On ne nous demandait pas de comprendre Dieu, on nous demandait de croire en Dieu. Donc, Dieu et loi, oui, peut-être, mais ça nous échappait complètement. Or, maintenant que nous sommes de plus en plus justement dans cette capacité de développer le mental abstrait, il faut comprendre que toute approche de conscience doit maintenant se faire par la loi, par l'idée, d'une manière scientifique. Et que toute idée fondamentale, que toute loi fondamentale a toujours ces deux versants, un côté pour la science physique et un côté pour la conscience. Déjà là, simplement un petit exemple, c'est intéressant de voir que du point de vue de la loi fondamentale de l'existence de l'énergie, qui veut dire que tout est énergie, eh bien, vous avez deux lois qui sont apparues exactement en même temps. Du point de vue de la physique, c'est la physique quantique au début du XXe siècle, et du point de vue de la conscience, c'est la science des 7 rayons. Donc toute énergie est fondamentalement rayon, et les deux sont apparus exactement en même temps, ces deux aspects. Et ces deux aspects sont complémentaires, complètement en rapport avec une seule loi fondamentale concernant l'énergie matière. Donc c'est important d'arriver à concevoir ça, et de concevoir que si tout est loi, si nous ne respectons pas ces lois, si nous ne mettons pas en place ces lois, bah forcément on est complètement à côté. C'est comme un train qui, au lieu de suivre ses rails, dit bah, tiens, je roulerais bien à côté, ça me dégourdirait les roues, et qui se met à rouler sur les traverses. Et qui trouve que depuis qu'il roule sur les traverses, il est un peu secoué, puis que ça va plus dans sa vie. Bah oui, c'est un peu normal. Mais nous, c'est exactement ce que nous faisons. Parce que nous, qu'est-ce que nous préférons aux lois fondamentales? On préfère notre loi. Ce que moi j'ai envie, ce que moi je décide, la loi pour ma vie. Parce que moi, voilà, les lois c'est bien gentil, les lois fondamentales, mais c'est ce que je veux. Et donc comme on préfère notre loi particulière aux lois fondamentales, bah forcément, on est complètement hors la loi, on est à côté de la plaque, et donc c'est ce qui crée notre malheur. Nous le créons entièrement. Donc il est évident que, quand je dis nous, c'est nous la société, c'est le monde. Il est donc bien évident que pour réussir à guérir nous-mêmes, guérir la société et guérir le monde, il faut simplement retrouver les lois fondamentales sur lesquelles fonctionne l'univers et vivre selon ces lois. C'est tout bête comme système. Et beaucoup de gens le savent. Et même souvent, nous, on le sait. On sait qu'il y a des lois fondamentales et qu'il faut appliquer ces lois fondamentales. Oui, oui, je le sais. Tu les appliques? Non. Parce que c'est pas facile, parce que c'est ça, puis même ma loi, moi, ben voilà le problème. Et après, on s'étonne que, tout en étant hors des lois fondamentales, eh ben, ça n'aille pas. Ben, c'est tout à fait normal. Donc, quelle est la cause fondamentale d'un nouveau monde? Que créer comme idée tout à fait nouvelle? Celles qui vont dépendre de ces lois. Donc, on va pas remonter aux lois, on n'est peut-être pas encore capable, mais en tout cas de ces idées. Et si chacun d'entre nous, on est capable de remonter à une petite idée, fragment intelligible d'une loi, et qu'on est capable d'organiser notre vie par rapport à cette petite idée, très certainement, on va mieux. Très certainement, on crée quelque chose de nouveau. Très certainement, on organise complètement un autre monde tout autour de nous. C'est là qu'elle va être la clé. C'est là qu'on devient des chercheurs de vérité. Alors, soyons pratiques, hein, puisqu'on est au niveau de l'éducation. On fait comment pour les trouver, ces fameuses idées intelligibles? Pour ça, je voudrais vous donner un exemple tiré d'un mouvement que vous connaissez peut-être et qui s'appelle SEVE. S-E-V-E.
Sève, et qui est un mouvement qui est fondé par Frédéric Lenoir, un philosophe français, et qui développe la philosophie à l'école. C'est un mouvement parmi d'autres dans tous les pays francophones en particulier, donc en Suisse, en Belgique, en France. Il y a beaucoup donc de mouvements, de gens, d'animateurs qui vont dans les écoles pour apprendre aux enfants donc à philosopher. C'est là qu'on peut dire, oh les pauvres mômes, on va les bourrer le crâne avec de la philo. Alors Kant a dit ça, mais par contre Hegel a contredit en disant que Spinoza par contre disait que non. Ça vraiment c'est certainement pas ça. En effet, dans notre cursus philosophique, dans l'université, on a une certaine tendance à confondre l'histoire des idées de l'humanité, l'histoire des idées philosophiques et l'art de philosopher. Ça n'a rien à voir. Or, vous avez quelquefois maintenant des étudiants qui sont des champions sur le monde des idées et l'histoire des idées depuis la Grèce antique jusqu'à maintenant, et qui peuvent tout vous résumer sur l'histoire de l'humanité. Mais c'est pas pour ça que c'est de la philosophie, c'est de l'histoire des idées. Donc on va certainement rien dire de cette histoire des idées aux enfants. C'est pas du tout ça le but. Philosopher, ça veut dire apprendre à penser par soi-même. Ça veut dire apprendre à penser, apprendre à aller chercher les idées qu'on peut capter. Et on peut tous, à un certain degré, capter certaines idées et s'en faire l'intermédiaire, le médiateur. La médiation, elle est là. Comment est-ce qu'on devient chacun médiateur d'idées? Et même les enfants peuvent le faire. En tout cas, il faut leur apprendre dès le plus jeune âge à pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça va demander? On pourrait décrire ça en 4 phases. La première phase, c'est une phase de déconditionnement. En effet, l'animateur qui se présente là, qui a une classe d'enfants à l'école, la première chose à laquelle il a à faire, c'est que quand il donne un thème, eh bien les enfants vont tout de suite déverser tout ce qu'ils ont l'habitude d'entendre par les professeurs, par les parents, par leur milieu. Bref, tout le conditionnement qu'il y ait, eh bien ils répondent ça. Alors on leur apprend, non mais ça on s'en fiche, donc ne répondez pas à ce que disent vos parents, ne répondez pas à ce que disent vos petits copains, répondez à ce que vous dites vous. Oui, mais j'ai peur de dire des choses fausses et des choses... Il n'y a pas de choses fausses, il n'y a pas de choses justes, il n'y a pas de choses bonnes. Le bien, le vrai, le faux, tout ça, ça n'existe pas tel que vous le croyez. On peut se lâcher, lâchez-vous. Ce déconditionnement, d'après les animateurs, il est assez rapide pour les enfants. Quand ils ont compris qu'ils pouvaient se lâcher, ils y vont. On verra que si on fait la philosophie pour les adultes, le déconditionnement, ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'on sait beaucoup plus de choses et on a un mental concret qui nous pèse. Bon, donc ça va être plus long cette phase-là. Deuxième phase, apprendre aux enfants ce qu'on appelle de l'habileté mentale. L'habileté mentale, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'apprend jamais à l'école pour l'instant. C'est-à-dire savoir utiliser le mental pour aller chercher les idées. Par exemple, la seule chose qu'on nous apprend à l'école, c'est thèse, antithèse, synthèse pour faire des dissertations. Mais comment est-ce qu'on fait une thèse et une antithèse et une synthèse? On ne nous l'apprend jamais. Il faut l'apprendre sur le tas. Or, apprendre tout simplement avec des exercices, même des exercices qui ne sont pas du tout scolaires, avec des énigmes, avec des tas de trucs comme ça, avec des jeux. Apprendre tout simplement l'analyse et la synthèse. Apprendre à faire la distinction entre la déduction et l'induction, c'est déjà énorme. La déduction, tout le monde sait ce que c'est. À partir d'une théorie, à partir de quelque chose, à partir d'une idée, on n'en déduit que toutes sortes de conséquences. Ça, redescendre, en général, on sait faire. L'induction, c'est l'opération inverse. À partir de nombreux faits, qu'est-ce que tu induis comme théorie? C'est apprendre à conceptualiser. Et là, on s'aperçoit que même pour les adultes, apprendre aux enfants à conceptualiser, apprendre aux enfants à argumenter, non pas à dire c'est comme ça. Apprendre aux enfants à questionner et à dire que pour rechercher, il faut poser des questions et non pas poser des réponses. Répondre avec une question pour relancer le débat et pour faire suite, et non pas pour affirmer. Pensée analogique, discernement, imagination créatrice. Et si on imaginait que ça puisse être la réponse comme ça? Vous voyez, toutes ces habiletés mentales, je vais très rapidement parce que le but n'est pas de vous enseigner le processus de Sèvres, mais c'est pour vous montrer qu'à travers toutes ces opérations mentales qu'on n'apprend jamais à l'école, on va forger des enfants totalement différents, mais vraiment totalement différents. À partir de là, la troisième phase, c'est tout simplement la méditation. Oh, pas la méditation telle que nous pouvons la faire, non, un temps de silence, un temps d'intériorisation, un temps de concentration, on cherche simplement à ne pas laisser vagabonder l'idée, à tout simplement laisser la sécrétion mentale dont on parlait tout à l'heure, qui est inarrêtable, la laisser dans un coin et s'en désintéresser totalement. Voilà. On ne va pas faire des méditations simples, 5 minutes, 10 minutes grand maximum, mais 5 minutes c'est déjà beau pour des enfants en bas âge. Et puis c'est tout. Leur faire comprendre que si on doit aller chercher des idées,
Seul le silence permet aux idées de pouvoir descendre. Si on n'arrête pas de faire du bruit, si on a constamment cette sécrétion mentale, si dès qu'on a une petite idée, alors je sais, moi je sais, hein, l'idée c'est ça, dès qu'on bavarde comme ça, dès qu'on est complètement dans notre production mentale, aucune idée neuve ne peut venir, aucune. Et que le but du silence, c'est ça. Ils comprennent très vite ce genre de choses. À tel point que, assez régulièrement, disent les animateurs, ils remontent des choses des enfants. Ils remontent quelquefois un peu comme des angoisses, des peurs, des non-dits, des frustrations, des colères. Et du coup, ils le sortent et ils le disent. Et c'est fabuleux, parce que du coup, c'est pas l'animateur qui va leur dire « Attends, t'en fais pas », ça va être traité par le groupe. Et c'est le groupe d'enfants qui prend ça, qui analyse ça, qui globalise ça, qui en fait peut-être une idée et qui montre que, voilà, peut-être qu'on est remonté à une certaine cause et que cette cause, on la partage tous et que c'est un petit peu normal et qu'il n'y a pas de raison de trop s'inquiéter. Mais ça vous démontre que la capacité de remonter à la cause, c'est bien à partir de la douleur. Et que les enfants comprennent très vite, dès qu'ils ont quelque chose qui les rend mal à l'être, combien il est important d'aller rechercher la cause. À partir de là, quatrième phase, comment est-ce qu'on va penser ensemble ? En effet, le principal problème, comme nous l'avons vu avec l'histoire de l'éléphant, le principal problème du mental, c'est d'être tout à fait arrogant, orgueilleux, séparatiste. Pas du tout dans la fraternité. Si moi je suis persuadé d'une chose, tous les autres ont tort. Ça c'est évident. Alors je peux y mettre les formes. Non, je ne dis pas que tous les autres ont tort, mais il me semble que j'ai un petit peu plus raison que les autres, parce que j'ai un peu plus réfléchi. Peut-être que les autres n'ont pas suffisamment réfléchi. C'est séparatiste. Le but de la philosophie pour enfants, c'est absolument pas de développer cette performance individuelle. C'est d'arriver au contraire à apprendre aux enfants à penser ensemble, à penser en groupe, à savoir que chacun des enfants ici présents va avoir une bribe à dire à propos de l'idée, à propos du thème qui vient d'être évoqué, et de s'écouter suffisamment, synthétiser suffisamment pour mettre ensemble ces bribes, reconstituer ensemble l'éléphant, comme nous l'avons vu avec les aveugles tout à l'heure, et qu'ensemble surgisse une pensée de groupe, une pensée d'ensemble, qui, elle, est effectivement fraternelle. Et c'est la découverte que le mental peut véritablement être fraternel, et non pas quelque chose qui est au contraire séparé, et qui oppose continuellement les individus entre eux. Évidemment, ça vous change une classe. Les instits qui suivent ça disent quelquefois aux animateurs, dites donc, vous nous les changez complètement, là, les enfants. Parce que alors maintenant, ils discutent de tout, là. Ils posent des questions sur tout. Alors, ils disent, bon, là, on va faire le programme. Ah bon, mais pourquoi on fait le programme ? Parce que le programme est imposé. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en imaginer un autre si on fait un peu silence et qu'on va chercher ? On peut comprendre qu'effectivement, à un moment donné, ça peut prouver. Mais enfin, on arrête de former des moutons. Enfin, on arrête des personnes, des enfants, des futurs adultes qui pourront comprendre à comment penser par soi-même et aller chercher quelque chose d'autre et non pas puiser une pensée dans l'establishment tellement communautaire, tellement commun qu'il en est tout à fait ordinaire. Ça change beaucoup de choses. Alors si on prend ça du point de vue des adultes, parce que malheureusement ça n'existe pas du point de vue des adultes, mais ça serait bien que ça existe aussi, on pourrait se rendre compte aussi de la même chose, on pourrait reprendre les 4 phases. Pour le déconditionnement, je vous disais, il est beaucoup plus difficile parce qu'on a tellement plus de choses dans la tête, on a tellement de savoir, on a tellement de certitudes. Et comme disait Krishnamurti, la première des choses à faire, se libérer du connu. C'est très facile à dire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors pour le faire, quand on commence un débat, on voit, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des cafés philosophiques, mais alors chacun balance exactement son truc, et puis c'est son truc, on n'écoute pas les autres, et si quelqu'un dit des choses contraires, non, on va encore penser à une discussion, parce que le but c'est de convaincre l'autre qu'il a tort et que moi j'ai raison. Bon, voilà, donc se délibérer complètement du connu. Et arriver à se rendre compte aussi qu'il va falloir se libérer de la manie que l'on a de se contenter de passer du monde des effets au monde des causes uniquement dans la sphère matérielle. Parce que oui, quand même, on a une certaine intelligence verticale. Quand on a commencé à être un peu mental, nous, on a commencé, ne serait-ce que par la douleur, etc., on a commencé à réfléchir. Et donc on a commencé à partir des effets qui pourraient se trouver là, quelque part en bas sur la courbe, pour remonter aux causes. Mais est-ce qu'on remonte aux causes dans l'affaire abstraite ? Pratiquement jamais. Mais pratiquement jamais. On va remonter à des causes là, un peu plus haut, dans la sphère concrète. Pourquoi est-ce que je suis malade ? Je suis malade parce que j'ai eu un truc comme ça, parce que j'ai porté quelque chose de l'autre, parce que j'ai attrapé froid. Je suis malade parce que tout simplement je mange mal. Voilà, un effet physique, j'ai une cause physique. Pourquoi est-ce que la société va mal ? Mais ça c'est facile, la société va mal, c'est parce que c'est à cause des banques, c'est à cause des riches, c'est à cause des pollueurs. Voilà, des effets physiques, des causes physiques. Vous pouvez prendre toute la liste, vous pouvez prendre tous les débats de journalistes, vous pouvez prendre absolument tout ce que vous trouvez, tout va bien. Vous cherchez, c'est quoi la cause des problèmes en Syrie actuellement ? La cause des problèmes en Syrie, c'est l'Irak, c'est l'Iran, c'est blablabla.
Si vous dites, ah bah, moi je pense que peut-être ici, c'est la cristallisation du rayon 6. Pardon? Bon, pas dit comme ça naturellement, parce que si vous le dites comme ça, c'est pas entendable. Mais si vous commencez à amener une cause abstraite, même en l'expliquant bien, mais c'est pas entendable. C'est quoi cette cause abstraite? C'est quoi ce monde abstrait? D'où ça vient? D'où vient cette qualité? Et est-ce que tu crois que c'est cette qualité complètement abstraite qui influence le monde physique? Ben oui, il n'y a même que ça qui influence le monde physique. Et si on veut changer les choses du point de vue de notre santé, c'est trouver la cause abstraite. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon abstrait et qui me rend malade? C'est pas des trucs physiques, c'est pas parce que je mange mal, s'en fout. C'est quelle est la cause abstraite qui, au niveau de la société, nous rend malade, au niveau du monde, nous rend malade. Il faut remonter absolument à ce niveau-là. Sinon, on ne fait que des pansements. Alors, pansement, on pourrait l'écrire P-E-N. Vous voyez, des pansements, des façons de penser concrètes. Des pansements qui sont des pansements, P-A-N. Les deux sont exactement la même origine, d'ailleurs. Exactement la même origine, les deux mots. Donc, c'est vraiment intéressant d'arriver à comprendre combien il faut se déconditionner, de se satisfaire, de remonter à des causes concrètes pour définir des effets concrets. Tant qu'on n'a trouvé que la cause concrète, il faut dire qu'on n'a rien trouvé du tout et qu'il faut continuer encore beaucoup plus loin. Développer aussi notre habileté mentale. Je ne reviens pas dessus, c'est vrai que pour nous c'est aussi très important. On a déjà tellement de mal à globaliser. Regardez comme quelquefois on se contente pour globaliser de généraliser en confondant les deux mots. C'est quoi généraliser? Ben moi, vous m'interrogez sur tel thème, ben je vais vous donner un exemple. Les gens qui ont un mental concret n'arrivent pas à tenir l'abstrait. Vous faites une discussion sur un thème abstrait, et la personne qui est complètement uniquement dans le mental concret, elle ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Je vais prendre un exemple concret. Non, on est un peu dans l'abstrait. Non, mais on va vous donner un exemple concret. Et elle nous donne un exemple concret. Bon, c'est bien, mais ça ne nous apporte rien du point de vue abstrait. Mais elle ne peut pas. Et puis, quelquefois, elle vous dit, non, mais tu peux essayer de globaliser? Ah bah oui, moi je vis ça, et c'est pas la première fois, et je le vis souvent, et j'ai rencontré des gens qui le vivent comme ça, donc c'est une loi. Ça, c'est ce qui s'appelle généraliser. Généraliser, c'est tenter de faire une loi à partir de son cas particulier. Ça n'est pas globaliser. Globaliser, c'est remonter beaucoup plus haut à partir de certains faits qui sont induits en une globalisation. Mais on confond allègrement les deux. Qu'est-ce qu'on peut s'amuser à généraliser au lieu de globaliser? Donc on a besoin, nous aussi, d'apprendre beaucoup de choses. Besoin aussi beaucoup de méditer. Parce que souvent, nous aussi, on y pense à la méditation, on le fait, etc. On ne peut pas à la fois se plaindre dans sa vie qu'il n'y a pas de nouveauté si on ne médite pas, si on ne prend pas de temps de pause, si on ne prend pas de temps pour faire silence. Rien ne peut passer. Toutes les idées que vous pourriez imaginer, tout ce qui cherche à se dire pour vous, tout ce que l'âme, même votre propre âme, cherche à vous impulser, ça rebondit sur la couche de vos pensées perpétuelles. Ça rebondit sans arrêt. Et donc, vous pouvez dire, moi, j'essaye avec l'âme, mais ça ne me dit rien, puis je rien, puis j'ai rien de nouveau. Ah bah c'est sûr que si vous ne faites pas silence, un peu tous les jours, hein, il ne s'agit pas de prendre 3 heures de silence, hein, dans notre vie sociale, on ne peut pas se le permettre, mais ne serait-ce que 10 minutes par jour, si vous ne les prenez pas, jamais aucune idée, jamais aucune inspiration nouvelle ne peut venir. Vous aurez quelquefois l'impression que c'est des inspirations nouvelles, ce sont juste des redites, c'est juste tout simplement des remakes d'anciennes idées que des tas de gens ont eues aussi de leurs idées. Le silence, la méditation. Et se dire que dans cette méditation, on peut poser des questions, notre mental est là pour poser des questions, mais il n'y répond pas. Apprendre dans un instant de silence à poser la question « et si ?» et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'eux, et attendre que la réponse se fasse dans le silence. C'est ce qu'on appelle écouter la voix du silence. Et vous aurez un jour la réponse, ou des bribes de réponse, mais pas forcément dans la méditation, dans votre quotidien, dans l'action, dans une conversation, etc. Les choses qui vous viendront peut-être à ce moment-là. Voilà donc ce qu'on pourrait dire de l'importance de cette méditation pour que ça vienne. Et après quoi, on va pouvoir réussir à entrer un peu plus justement dans une création d'ensemble. Là encore, il est tellement important de s'écouter. Là encore, il est tellement important de se dire que si sur un sujet, il y a plusieurs avis, par exemple, le sujet que je vous évoquais tout à l'heure, oui ou non, est-ce que le monde des idées est produit par le mental ou est-ce qu'il est reçu par le mental? Très certainement, il y a une idée fondamentale. Ce sont simplement deux aspects. Les deux ont quelque part raison. C'est tout passionnant d'arriver à se dire que chaque fois qu'il y a des débats, tout le monde a une petite partie de l'éléphant. Il faut toujours retenir ça. Chaque fois qu'on a un débat, etc., nous avons une petite partie de l'éléphant. Et on est sûr qu'on a raison. Et d'une certaine manière, sur notre partie, on a raison. Mais seulement sur notre petite partie. Et comment réussir à globaliser avec les autres?
Comment réussir finalement à reconstituer cela avec les autres. Ça, c'est vraiment un des grands défis de notre mental pour nous en tant qu'adultes actuellement, parce qu'on est tellement dans un mental qui sépare et non pas dans un mental qui unit. Et puis, à partir de ce moment-là, ce que ne peuvent pas faire les enfants, mais ce que nous, on peut commencer à faire, c'est arriver non pas à rester au 6e sens, mais remonter au 7e sens. Le 7e sens, c'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, alors là, le terme est peut-être mal choisi parce que ça n'a rien à voir avec la façon dont on utilise, nous, ce terme au quotidien. Nous, quand on utilise ce terme au quotidien, j'ai eu l'intuition d'eux, j'ai eu l'intuition que tu venais, moi j'ai beaucoup d'intuition, c'est simplement de la sensibilité. Quelquefois de la sensibilité d'un sens ou d'un autre, ou de plusieurs sens, c'est de la sensibilité. Non, là, l'intuition, c'est quelque chose qui est au-delà du mental, mais qu'on obtient une fois qu'on a épuisé, qu'on est arrivé au maximum du mental abstrait. Ça veut dire que si j'arrive à toucher quelquefois une idée que je pourrais situer ici dans ma sphère abstraite, je pourrais arriver à remonter à cela. Et je vous donne un exemple parce que les scientifiques savent faire ça. Ils remontent progressivement, donc ils étudient des effets. Pourquoi il y a ça sur le monde matériel? Et immédiatement, ils vont rechercher. Donc dans le monde mathématique, dans le monde des équations, ils vont chercher. Et ils cherchent très longtemps. Et là, ils font des petits pas. Ils avancent progressivement vers l'idée. Et puis, ils approchent de plus en plus l'idée. Et l'idée est de plus en plus claire. Et à un moment donné, l'idée, ils l'ont. Mais vous remarquez que je suis toujours dans la dualité. Il y a l'idée et moi. Je suis toujours en train de comprendre l'idée. On n'est pas un. L'intuition, c'est le moment où, à force de comprendre totalement abstraitement l'idée, je deviens l'idée. Je fais corps. Je suis complètement ici. Généralement, ça dure 1/1000 de seconde. Ce qu'on appelle un éclair d'intuition. Et tous les scientifiques qui ont fait des découvertes importantes décrivent ça. Ils disent qu'à chaque fois, comment est-ce qu'ils ont eu cette idée? Ils l'ont approchée, pendant des années ils l'ont travaillé, ils l'ont approché, ils ont tourné autour, et on est Eureka, comme disait Archimède, Eureka, j'ai trouvé. Et c'est un moment très, très, très court. Et quelquefois, il va leur falloir encore des mois pour arriver à retranscrire ça par le mental abstrait, puis le mettre en mots par le mental concret, de manière à ce que ça puisse être diffusé par tous. Mais ce qui est bouleversant, c'est qu'à un moment donné, c'est plus simplement quelque chose qu'ils comprennent, c'est quelque chose qu'ils vivent par l'intérieur et dont ils savent absolument que c'est ça. On dit que quand on a cette expérience d'intuition, c'est un moment où d'une manière très brève, le séparatisme disparaît totalement. On fait un avec l'idée et tout ce qu'elle applique. Naturellement, toute personne qui travaille le mental abstrait doit viser ce processus d'intuition. Même si peut-être pour nous, si on est un peu débutant dans le mental, ce ne sera peut-être pas encore dans cette vie-là. Mais pourtant, il faut se dire qu'on n'est pas forcément à l'abri. Il faut toujours se souvenir de cette phrase, nul n'est à l'abri d'un succès. Donc, il ne faut surtout pas se dire, non, non, c'est pas pour moi. Et peut-être même que ça peut nous arriver. Ça arrive beaucoup aussi aux philosophes, ou ça arrive aux ésotéristes. C'est des moments où, justement, à force de travailler cette idée, à un moment donné, il y a ce flash. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces gens-là, quand ils parlent de ce flash, quand ils parlent de cette idée, ça devient l'idée de leur vie. Ça devient quelque chose qui est énorme en eux. Souvent, ils disent, je ne peux pas te dire ce que ça m'a fait, tellement pour moi, c'est une espèce d'évidence qui s'impose, et c'est tellement fabuleux que je sais que je n'ai plus qu'à consacrer ma vie à mettre en œuvre cette idée, à l'expliquer, à avoir tout ce qui peut en découler, et à la faire comprendre à tous les autres. Et souvent, on trouve effectivement des philosophes, on pourrait presque dire, en voyant leur œuvre, quel flash ils ont eu, quelle idée ils ont aperçue. Parce que toute leur œuvre, elle est simplement quelque chose qui découle de ce flash. Les scientifiques, la même chose. On pourrait dire, mais pourquoi ils n'ont pas de nouveaux flashs sur une nouvelle idée? Oh, il y en a qui l'ont. Et dans l'avenir, l'humanité ne fonctionnera que de cette manière-là. L'humanité dépassera totalement le plan mental, ne cherchera plus du tout à comprendre quoi que ce soit par le mental, mais comprendre par l'intuition. Quand on sera dans un tel état d'unité, ça veut dire que tout ce qu'on pourra aborder, c'est par cette intuition, retranscrit par le mental abstrait, mis en mots par le mental concret, et voilà. Et tout le monde pourra savoir, et on pourra mettre en œuvre ces nouvelles idées. Mais pour l'instant, comme le mental, pour nous, c'est encore quelque chose qui n'est pas encore très très bien développé, c'est le moins qu'on puisse dire, je parle du mental abstrait, je parle du mental concret, et bien ce mental-là, il faut s'exercer. Et s'exercer, et peut-être que quelquefois, vous voyez, sans avoir la grande intuition avec un I majuscule, on a peut-être parfois des bribes d'intuition. Et peut-être en avez-vous eu déjà des moments où on cherche vraiment quelque chose, on cherche une explication. À un moment donné, où on lit quelque chose, et puis à un moment donné, on fait corps avec cette idée, on fait tellement corps avec cette idée que... on dit à ce moment-là, mais tu ne peux pas savoir ce que ça m'a fait. C'est comme une espèce d'évidence. C'est évident que c'est ça. C'est évident, ça m'habite complètement. Alors vous voyez, ce n'est pas encore la grande intuition parce que je n'ai pas tout compris, mais c'est une petite bribe. Et ça, c'est intéressant et c'est ça qu'on doit viser. Au-delà du mental,
il y a cette prise de conscience d'unité avec l'idée. Ça, c'est l'avenir de l'humanité. Mais il faut de l'entraînement. Donc, si on commence enfant, c'est très très bien. Alors, l'intuition, pas pour les enfants. Ça, ils ne peuvent pas y arriver parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de mental abstrait. Il va falloir qu'ils développent leur mental pendant quelques années. Mais au bout d'une vingtaine d'années, 25, 30 ans, on pourra imaginer qu'à l'avenir, on pourra progressivement aller vraiment plus dans le mental abstrait et aller de plus en plus donc dans ce plan de l'intuition. Voilà donc ce qu'on pourrait voir. Et l'importance qui fait que quand on commence à avoir alors pas la grande intuition, des petites bribes d'idées, ces fragments intelligibles d'une loi, ces choses qui s'imposent à nous, et bien on va dire, ben voilà, je vais commencer à pouvoir développer quelque chose. Je me rends compte qu'à partir de cette idée abstraite, à partir de cette compréhension abstraite, il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent se développer. Et oui, c'est là qu'on va commencer à parler de pensée. La pensée va pouvoir se développer à partir de ce moment-là. La pensée, c'est l'intermédiaire entre l'idée et le monde concret. C'est ce qui va relier l'idée au monde concret. L'idée, elle est tellement riche, elle est tellement puissante, que vous n'aurez pas assez de toutes les pensées d'une vie pour pouvoir l'exploiter complètement. Je vais y revenir. Et donc vous pouvez développer tellement de pensées simplement à partir d'une idée. C'est quelque chose d'énorme. Et donc toutes les pensées qu'on va pouvoir développer, eh bien c'est ce qui va tenter de mettre en œuvre justement cette idée. Et puis plus ça arrive dans le concret, plus on essaiera de la mettre dans notre propre système. Et donc là on pourrait dire, bon bah puisque c'est le système de la pensée, arrive justement la grande question. Alors qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, pour être pédagogique, prenons un exemple. On a pris comme thème l'amour. Qu'est-ce que tu penses de l'amour? Si j'ai pas fait le travail de remonter là, et que je reste simplement dans la sphère concrète, qu'est-ce que je pense de l'amour? Bah, c'est bien, j'aime bien. Bon, ça dure pas, c'est pas évident, mais ça revient. Enfin voilà, des fois c'est un peu douloureux, mais enfin, c'est sympa quoi. Enfin, il faudrait que tout le monde s'aime, puis... Bref, le lot de banalités que vous trouvez absolument partout. Vous pouvez mettre tous les romans, les chansons, les films. Bon, voilà. L'amour, c'est ça c'est la sphère concrète. Bon, merci, rien de neuf. Bon, ben non. Par contre, si vous avez fait le travail et que vous êtes remonté beaucoup plus à voir qu'est-ce que c'est que l'amour, vous êtes remonté donc quelquefois dans des bribes d'idées qui sont des fragments de loi. Qu'est-ce que c'est que la loi d'amour? Alors là, c'est quelque chose qui remonte très très loin. Là, qu'est-ce que ça peut être que la loi d'amour? Comprendre la loi d'amour dans son ensemble, c'est impossible puisqu'on dit que c'est vraiment une des lois fondamentales du système solaire. C'est-à-dire que même les scientifiques n'en sont pas encore complètement là, même s'ils avancent progressivement. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut penser de cette loi d'amour? Ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans la sphère supérieure, on va mettre en route un autre moteur de la pensée. Jusqu'ici, quand on est dans la sphère inférieure, les moteurs, c'est la sécrétion mentale, le moteur, c'est le désir, le moteur, c'est l'intelligence horizontale, c'est tout. Quand on va rentrer dans la sphère supérieure, le moteur, c'est l'âme. L'âme est appelée dans bon nombre d'enseignements ésotériques le penseur, celui qui enclenche une véritable processus de pensée qui va de l'idée au monde matériel, c'est l'âme. C'est l'âme qui pense, c'est l'âme en nous qui pense. Et c'est un point d'intelligence. Et naturellement que cette âme, peu importe que vous y croyez pas, que vous avez l'impression d'être en contact avec elle ou pas, peu importe que vous soyez un scientifique qui n'en a rien à faire de l'âme, de toute façon, ça marche comme ça. C'est l'âme qui, dès que vous rentrez dans la sphère abstraite, va manier la matière mentale et va commencer à penser. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que nous sommes tous une âme et que cette âme, elles ne sont pas toutes les mêmes. Vous savez que toutes les âmes sont qualifiées par une qualité d'énergie différente qu'on appelle les rayons. Comme je vous disais tout à l'heure à propos de la physique quantique, tout est énergie. Mais il existe 7 qualités fondamentales d'énergie qu'on appelle les 7 rayons. Donc nous pouvons être, nous, soit une âme rayon 1, ou rayon 2, ou rayon 3, rayon 4, rayon 5, rayon 6 et rayon 7. Et c'est tellement fondamental que c'est une qualité qui nous suit vie après vie. On ne change pas de rayon d'âme. Tous les autres rayons changent, mais d'âme, non. Donc c'est une qualité qui nous est vraiment inhérente et qui est tout à fait fondamentale en nous. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous en parle comme ça? Ben, tout simplement parce que chaque qualité d'âme a son approche particulière de l'idée. Et que son approche particulière de pensée. Si je vous donne simplement un exemple rapide pour vous montrer la diversité. Si on va demander qu'est-ce qu'il pense de l'amour à une âme rayon 1, volonté puissance, il va nous dire que ce qui est important, ce sont les lois fondamentales et que l'amour, ça n'est rien d'autre que la loi d'attraction-répulsion et la loi de cohésion. Pour un rayon 1, ça parle. Peut-être que pour vous, ça ne parle pas forcément et que c'est peut-être un petit peu court en ce qui concerne l'amour. Par contre, si vous êtes rayon 2,
Ah bah là, ma version de l'amour, elle est un petit peu différente. Là, on va plutôt parler d'amour comme qualité fondamentale de la conscience, qualité fondamentale de l'humanité, comme la grande qualité d'interdépendance à mettre en œuvre. Et que c'est vraiment par l'âme, par la conscience, qu'on touche cette qualité. Ça, bon, c'est peut-être plus proche. Si vous êtes âme rayon 3, vous êtes peut-être scientifique, et vous allez dire, pour moi, l'amour, c'est très simple. C'est la grande unité de l'univers. L'univers fonctionne, on le sait maintenant scientifiquement, avec 4 lois. La loi d'électromagnétisme, la loi de gravitation, la loi d'interaction forte et la loi d'interaction faible. Et ces 4 lois, on le sait, sont une. Et ça, c'est l'unité. Ça, c'est l'unité scientifique. Tous les lois de l'univers, tous les fonctionnements de l'univers sont expliqués de cette manière-là. Pour moi, l'amour, c'est ça. Pour d'autres, ce serait de dire, non, pour moi, l'amour doit s'exprimer par l'intelligence du comportement. La conscience, moi, ça ne me parle pas beaucoup, là. Mais de dire que finalement, si on regarde intelligemment la Terre et qu'on se rend compte qu'on est tous interdépendants des uns des autres, l'amour, c'est tout simplement se respecter les uns les autres et essayer de fonctionner ensemble pour sauvegarder la planète Terre et notre processus. C'est ça, l'amour. C'est fonctionner intelligent ensemble. Bon. Si vous êtes rayon 4, c'est autre chose. C'est-à-dire, pour moi, l'amour, c'est concevoir comment c'est une qualité qui imprègne toute notre civilisation et toute l'humanité depuis toujours. Et moi, si j'avais quelque chose à faire pour comprendre l'amour et développer l'amour, c'est de montrer que derrière toute civilisation, derrière toute époque, derrière n'importe quel siècle, l'humanité a toujours vécu l'amour sous des formes ou d'autres. Une gigantesque puzzle à reconstituer. Et que même maintenant, quand on parle de haine, sous la haine, il y a quelque chose de l'amour. C'est d'arriver à démontrer que l'amour est partout, sous toute forme. Si vous êtes rayon 5, vous allez dire, pour moi, ce qui est important dans l'amour, c'est effectivement cette notion d'unité, mais ce qui compte, c'est d'arriver à donner une idée complète et concrète de cette unité. Si vraiment on est dans un fonctionnement unitaire, alors il faut absolument tout réinventer. Pour moi, l'amour, c'est l'art d'inventer des méthodes nouvelles qui décrivent l'unité. Des méthodes pédagogiques, des méthodes de santé, des méthodes technologiques, des méthodes de culture. C'est vraiment tout réinventer dans notre société. On a inventé une société de l'individualisme, quand on a cru que l'individualisme était la grande qualité, avec la voiture individuelle. On doit maintenant inventer une civilisation collective. Si vraiment, pour moi, l'amour, c'est ça. Un rayon 6, qui est idéaliste, va dire, pour moi, l'amour, c'est un feu dévorant. C'est quelque chose qui nous stimule, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Et pour moi, agir pour l'amour, c'est inciter tout le monde à croire en Dieu, à croire en quelque chose, à croire en un idéal, à croire au monde social, à croire en ce qu'il veut, mais croire qu'effectivement, l'avenir, c'est vraiment cet amour. Et qu'on va vers un avenir rayonnant et radieux. Ah, mais le rayon 6, il vous met le feu. Hein, un rayon 7 dira, pour moi, ce qui est très important, donc du point de vue de l'amour, c'est la cohérence. Parce que souvent, les gens décrivent l'amour comme quelque chose qui est abstrait. Pour moi, c'est la cohérence entre le monde de l'abstrait et le monde du concret. Il n'y a pas d'amour si on sépare esprit et matière. C'est forcément les deux reliés conjointement. Et pour moi, ce que je cherche à vivre comme amour, c'est dans ma vie, et c'est autour de moi, dans la création, c'est amener systématiquement la cohérence entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Vous avez pu remarquer que dans toutes ces descriptions, il y en a qui vous conviennent plus que d'autres. Et vous aurez beau dire, et tout ça c'est l'amour, tout ça c'est l'amour. Et pour arriver à reconstituer et à donner une petite idée de l'amour, il faut ces 7 descriptions. Et je vous en ai donné un minimum. Ça veut dire que les 7 lumières de l'arc-en-ciel sont indispensables pour reconstituer la lumière blanche de l'idée, l'amour. Vous voyez combien, là encore, l'éléphant est absolument indispensable. C'est impressionnant d'arriver à comprendre que même notre rayon d'âme, notre propre âme, est un filtre qui nous limite. Chacun d'entre nous est spécialisé dans une certaine manière de comprendre, d'interpréter et de penser les idées les plus fondamentales et les lois les plus fondamentales. Et notre but, ce n'est certainement pas d'aller chercher la manière de faire des autres, c'est de complètement faire ce que l'on a à faire de notre mieux. C'est ça ce que l'on a à faire. Et ensemble, reconstituer tout ce qui peut être dit. C'est ça qui est absolument important. Comment est-ce qu'on peut reconstituer, comme vous disiez, l'éléphant? Alors on pourrait dire, oui, mais moi, dans mon domaine, par exemple, si je suis une âme 2, il me semble que j'ai bien médité et je comprends quand même, à l'intérieur du 2, je comprends bien l'amour. C'est encore une illusion. Là encore, je ne peux le faire qu'en groupe. Moi-même, si j'ai certainement atteint quelque chose, j'ai compris quelque chose, mais par rapport à un groupe, c'est une toute petite partie. Il est absolument indispensable que là encore, à travers des groupes, on discute tous ensemble et qu'on reconstitue l'éléphant ensemble. La pensée individuelle n'a pas vraiment de valeur d'avenir. Seule la pensée collective a de la valeur. C'est comprendre la loi de l'éléphant. Tiens, la loi de l'éléphant. Et oui, si c'était une loi. Regardez comment on a fait. On est parti d'une petite histoire
Une histoire comme ça, on dit ah ouais, c'est intéressant cette histoire. Et puis on a vu que cette histoire mais pouvait s'appliquer pour les enfants, puis c'était important dans l'apprentissage, et puis c'était important pour nous, puis pour les adultes, et puis c'est important du point de vue de l'âme, parce que même du point de vue de l'âme, il faut reconstituer les 7 rayons, et puis même à l'intérieur d'un rayon, mais c'est partout. Eh ben, on vient d'inventer une loi, ou plus exactement, on vient de découvrir une idée importante, fragment intelligible d'une loi, qui est certainement une petite fractale d'une loi d'amour quelque part. Et pour nous, si on en conçoit l'importance, ça peut véritablement devenir une loi. Si on dit, mais c'est incroyable ce truc-là. Et on se rend compte à quel point, mais tout ce que ça peut dire si on applique ça. Et puis si je peux arriver même peut-être à intuiter complètement et faire un avec cette idée, ça peut devenir quelque chose qui est vraiment quelque chose de très très profond. Voilà le système des lois. Voilà comment progressivement, vous voyez, on arrive à remonter à la clé d'un nouveau monde. C'est ça qui nous donne les clés du nouveau monde. On ne peut pas imaginer changer le monde ou créer un nouveau monde si on ne remonte pas quelque peu dans l'abstrait et qu'il faut vraiment avoir ce processus-là. Le mental, fondamentalement, il sert à ça. Et donc, tant qu'on reste dans notre mental concret, c'est vraiment pas créateur. La création, c'est remonter au monde des causes. Et dès qu'on touche une cause, même si c'est un tout petit fragment d'un fragment d'une loi, et bien à partir de là, la décliner dans le monde d'en bas. Et c'est là qu'on va trouver la mise en mots. Ah, parce qu'il faut bien les mettre en mots. La mise en mots, c'est le mental concret. Et c'est pas facile de mettre en mots. Et ça nous est tous arrivé peut-être d'avoir des impressions comme ça en méditation, d'avoir des choses qui nous viennent, puis dire ah mais ça c'est important, mais ça c'est fondamental. Oui oui très très bien. Mais qu'est-ce que j'en dis? Ben qu'est-ce que j'en dis? Voilà, pas grand-chose. C'est difficile. Et oui, mettre en mots, c'est effectivement très très difficile parce que c'est passer du mental abstrait à nouveau au mental concret et utiliser le cerveau qui va nous aider à cette mise en mots. C'est pour ça qu'il est recommandé, toutes les écoles recommandent, quand on a une méditation, d'écrire après la méditation ce qui nous est venu, pour s'entraîner à mettre en mots, même si c'est juste un mot, même si c'est juste une petite phrase, en ayant bien soin de s'être conditionné dans le genre, oui mais c'est peut-être pas juste que je dis, on s'en fout, ce que si t'as venu, c'est juste, c'est important, écris-le. Et l'importance, là aussi, de travailler en groupe. Et si on peut travailler des groupes en tant qu'adultes, méditer ensemble, prendre un moment ensemble, faire ce travail de méditation en philosophie ensemble, et à partir de là, échanger, reconstituer l'éléphant ensemble, en développant bien profondément l'écoute. Et combien ensemble, il est important d'arriver à cela. Si, à la suite d'un travail de groupe, on arrive simplement à conclure que, finalement, on en revient à la pensée que machin a dit, on a complètement échoué. Le travail final d'un groupe, c'est l'idée que personne n'a eu entièrement, qui a été véritablement élaborée par le groupe. Là, on a véritablement quelque chose qui a avancé et qui nous met dans ce travail d'ensemble. Vous savez, ce travail de mental et de pensée, c'est la difficulté, par exemple, qu'on vous pose à la fin de chaque conférence. Il y a eu un thème qui a été développé. À partir de là, on fait une méditation. Et à la fin de la méditation, on vous dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? Et maintenant, échangeons des mots. Et quelquefois, rien. Pourquoi? Mais parce qu'on est conditionné. Attends, non, mais moi, je ne sais pas quoi te dire comme ça en sortir de la méditation. Un mot, une impression, une sensation. Non, mais je ne vais pas avoir l'air ridicule. Pas ridicule. Il est question de commencer ce nouveau processus qui consiste à créer ensemble. Et c'est important d'arriver à concevoir que partout où des adultes peuvent se rencontrer, c'est important d'arriver à créer ensemble. Et que chacun dise son mot, que chacun dise sa phrase. Oh, il n'est pas question non plus de faire des discours. Parce que quelquefois, il y a des gens, vous le savez tous, dans des assemblées. Ah, vous voulez savoir ce qui m'est venu par rapport à la conférence. Alors, je vous le dirai en 4 points. Premièrement, ça tue absolument tout. Les gens se taisent et puis à la limite disent oui comme le monsieur a dit ou comme bon. Non, c'est juste dire une petite bribe parce que justement ce qui est important, même si ça vous paraît ridicule à vous, vous ne savez pas l'effet que ça fait sur les autres. Quand on fait un travail de groupe comme ça, c'est ça qui est important, c'est que quelqu'un va dire quelque chose et ça fait tilt sur quelqu'un d'autre qui mais j'aurais pas pensé, qui rebondit par rapport à ce qui est dit, qui refait un titre. C'est un vrai jeu de billard à plusieurs bandes et qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge auquel personne n'avait pensé vraiment avant et qui n'a été créé par le groupe, par apparemment des petites bribes insignifiantes dites par les uns et par les autres. Donc ce vrai travail de groupe, on le voit chez les enfants, c'est pas une espèce de synthèse de pensée aboutie. Surtout pas. Quand on a une pensée aboutie, qu'on dit, moi je vais vous dire, ce qui est important dans la conférence, c'est ça, ça, ça et ça. Point. C'est foutu. Comment voulez-vous rebondir là-dessus? Et donc on enseigne aux enfants à ne jamais avoir de pensée aboutir ou de finir une phrase par dire voilà, point barre.
Ah, certainement pas. Finir pour un point d'interrogation, oui. Point barre, non. Et vous voyez, il faut que nous, en tant qu'adultes, entre adultes, dès qu'on a des discussions, dès qu'on a des échanges, c'est pas toujours facile parce que tout le monde ne joue pas le jeu, mais voilà, c'est quelque chose à s'entraîner et à essayer d'instaurer progressivement, d'arriver à construire ensemble, petite bribe par petite bribe, et non pas pensée aboutie par pensée aboutie. C'est tout à fait différent. Et donc, vous voyez que du point de vue de l'éducation, c'est une importance considérable, parce que si le mental est véritablement un sens, alors il faut absolument éduquer les enfants et les adultes à recevoir les idées. Par contre, si ce n'est pas un sens, si on pense toujours que c'est vraiment quelque chose qui produit les idées, alors c'est normal qu'à l'école, on continue de bourrer le mental. Il faut faire le choix. Disons que peut-être que pour l'avenir, on va quand même de plus en plus, et même l'école elle-même va de plus en plus dans ce sens de la philosophie et de recevoir des idées. Quand on va éduquer de plus en plus les enfants et nous-mêmes, justement à la relativité de nos sensations, à la relativité de nos compréhensions, à la joie de partager ensemble, à la joie de travailler ensemble, de découvrir ensemble le monde des idées. Alors c'est sûr qu'on découvre un mental qui n'est plus séparatiste, mais qui est véritablement un souffle fraternel, quelque chose qui nous relie les uns les autres, quelque chose qui crée ensemble entre nous, qui révèle réellement l'unité humaine. Et là je vous propose une méditation.